Lots of big celebrities here tonight. I mean, legends, icons, yeah? Look, at this table alone, Al Pacino, Robert De Niro, but... Baby Yoda. Oh, that's Joe Pesci, sorry. I love you, man, don't have me whacked. J'ai beaucoup de mal à me décrire comme un cinéphile, surtout parce que je trouve que ce mot a une définition très subjective. Pour certains, la cinéphilie se décrit en quantité, dans le fait de passer toutes ses soirées à regarder des films parce qu'on aime tellement le cinéma qu'on a besoin de notre dose quotidienne. Pour d'autres, elle se décrit dans la qualité, dans l'idée de voir certes moins de films, mais que chaque choix provienne d'une démarche, de l'envie de découvrir ce que cet art peut nous apporter de nouveau. Enfin, pour quelques-uns, être cinéphile, c'est avoir vu les bons films, les classiques comme on les appelle. On peut passer à un cinéphile d'aller voir le dernier blockbuster avec The Rock, à condition qu'il ait vu Citizen Kane et l'intégrale des Fellini. Et cette notion de classique du cinéma, c'est pareil, elle demeure un peu subjective. Alors bien entendu, certains films sont considérés comme classiques par la quasi-entièreté des aficionados du ciné, tout simplement parce que leur qualité fait l'unanimité, mais la notion de classique est devenue retors ces dernières années, parce que décrire un film récent de classique, c'est s'exposer à des avis contradictoires venant de n'importe qui. Le classique est assimilé à l'ancien, à une époque révolue du cinéma, à des films dont nos parents disent maintenant « on n'en fait plus des comme ça ». Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un de ces classiques que je viens de rattraper, et qui, au-delà d'appartenir au siècle dernier, pose les bases des films de son genre. Alors sortez vos masques de hockey, votre fusil d'assaut, et préparez-vous à vivre une scène mythique du cinéma, parce qu'aujourd'hui, on parle de Heat. Alors, Heat, qu'est-ce que c'est ? C'est un film policier américain sorti en 1995, écrit et réalisé par Michael Mann, un réalisateur connu pour ses films sur le milieu criminel et qui pondra également deux autres films que je vous recommande, à savoir Collateral et Ali. Au-delà de sa qualité, dont on va discuter après, le film est célèbre pour une chose. Il réunit pour la première fois deux monstres sacrés du cinéma, Robert De Niro et Al Pacino. Rien qu'à voir les deux hommes sur l'affiche, ça vous fout des frissons. Les deux hommes interprètent respectivement Neil McCauley et Vincent Hanna, un braqueur et un flic lancés dans un jeu du chat et de la souris qui bouleversera leurs deux existences. Et la raison pour laquelle j'ai voulu parler de ce film, c'est que quand j'ai fini de le regarder, je me suis dit exactement ce que mon père me rabâche sur les films de Steve McQueen. On n'en fait plus des comme ça. Je pense que Heat, malgré l'incidence qu'il a pu avoir sur les films d'action récents, fait partie d'une époque révolue. Si je vous dis film de braquage aujourd'hui, vous vous attendez à quoi ? À des flingues, des courses-poursuites en bagnole, des flingues, des mecs avec des masques, sans oublier, des flingues. Eh bien, Heat, c'est un film de braquage sans en être un. On retrouve tout ça, le kit du parfait braqueur si vous voulez, mais cela représente une partie infime de ce que Michael Mann veut nous montrer. Parce que le vrai propos du film, c'est la remise en question de deux hommes dont la confrontation va bouleverser leur existence et leurs principes. Et ces changements sont en partie rendus possibles grâce à l'importance des personnages féminins. La police et le grand banditisme sont présentés comme des mondes d'hommes, régis par des règles qu'il faut respecter pour rester au top. Mais des deux côtés, le rôle de la femme va progressivement rebattre les cartes d'un ordre trop longtemps établi, et va provoquer une prise de conscience chez les deux hommes. N'y a-t-il pas plus dans la vie qu'un simple job ? Le mariage à la dérive de Vincent lui fait prendre conscience de l'importance de la famille, et la rencontre de Neil avec une jeune libraire remet en question le côté sans attache que doit avoir tout bon braqueur selon lui. Je ne peux pas parler du film sans évoquer la fameuse scène du restaurant. Cette scène intervient au milieu du film alors que les deux hommes enquêtent l'un sur l'autre. Vincent, fatigué de devoir jouer les flics dans l'ombre alors qu'il sait très bien qu'il est découvert, propose à Neil de se rencontrer en pleine nuit dans un café pour simplement discuter. Et cette scène, au-delà d'être magistralement interprétée et écrite, est surtout très importante pour le film, parce qu'elle en dit long sur la relation entre les deux hommes. Certes, tous les opposent sur le papier, mais ils se rejoignent sur une chose, la reconnaissance qu'ils ont l'un envers l'autre. La conversation est en réalité un témoignage de respect pour le travail de l'autre et pour l'homme qu'il est. Chacun a enfin trouvé un adversaire à sa taille, et on comprend à ce moment précis que cette traque ne pourra se terminer que par la mort. À propos de cette scène, j'avais une petite anecdote que je voulais vous partager et qui je trouve résume assez bien la démarche du film. La scène du restaurant a fait couler beaucoup d'encre et a été critiquée pour une chose en particulier. Elle n'offre en effet aucune image où De Niro et Al Pacino sont sur le même plan. La scène est filmée uniquement avec deux caméras en champ contre champ. Et Michael Mann s'est fait critiquer pour cela parce que tout le monde voulait le plan iconique des deux hommes. Eh bien vous savez ce qu'il a répondu ? Il a dit, je cite, « Ce plan aurait été grammaticalement faux. Ils incarnent deux hommes que tout oppose, je ne pouvais les montrer face à face. » Non seulement Michael Mann réinsiste sur l'opposition des deux personnages, mais en plus il nous montre une fois de plus qu'il n'est pas là pour faire un film comme les autres.
Finalement, on comprend que ces deux personnages, qui ont envie de devenir une meilleure version d'eux-mêmes et de se ranger en quelque sorte, ne sauront accéder à cette nouvelle vie tant que leur duel ne sera pas réglé. Je ne vous spoil pas la fin, mais je peux vous assurer qu'elle est également très bien écrite et que le film se termine avec un sentiment d'aventure achevé. Merci d'avoir suivi ce 12e épisode de la Reco d'Hugo, j'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez voir ou revoir Hit sur Prime Video, OCS et Mubi. Vous pouvez également retrouver cet épisode comme les précédents sur la chaîne YouTube La Reco d'Hugo, ainsi que sur Spotify et SoundCloud. Je voulais également vous parler du lancement du compte Insta et de la page Facebook La Reco d'Hugo, sur lesquels je partagerai les épisodes, ainsi que quelques infos ciné dont j'aimerais discuter avec vous. Donc je vous invite à rejoindre ces deux pages. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Quant à moi, il me reste à vous donner rendez-vous dimanche prochain à 18h pour une nouvelle reco. Allez, salut. La tôle, moi j'y replongerai pas. Alors raccroche une fois pour toutes. Je fais ce que je sais faire. Je monte des coups. Tu fais ce que tu sais faire, t'essaies d'arrêter les mecs comme moi. Ouais, t'as toujours tout fait pour pas mener une vie normale. C'est quoi ça? C'est un barbecue? Une partie de football? Ouais. Ouais, c'est ça, une vie normale, comme la tienne. Ça, ma vie? Non, ma vie... Non, ma vie, c'est vraiment la zone. J'ai une belle fille qui est à côté de ses pompes, parce que son cher géniteur est l'archétype du sale con. Et j'ai une femme. Et en se voit en coup de vent, notre mariage a du plomb dans l'aile, mon 3e. Parce que je dois passer tout mon temps à poursuivre des types comme toi dans tout le pays. Là voilà ma vie.